Salut et bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Aujourd'hui, je vais faire une chronique un peu différente. J'avais déjà parlé avec ça d'entre vous. Ça fera un an que j'ai monté ma chaîne. Puis de fil en aiguille, on a commencé à délirer sur les chouquettes d'or. Et j'ai décidé que pour des romans qui vraiment me marquaient très profondément, au lieu de mettre des notes, je mettais une chouquette d'or. C'est parti comme ça et j'en ai une douzaine. Je vais faire 2 vidéos, sinon ça va faire des vidéos super longues. Je vais présenter les chouquettes d'or de l'année et en même temps, ça fait un petit anniversaire de la chaîne. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc après, ce sera à vous d'aimer, j'espère. Donc le premier, alors ce sera toujours le premier, hein, je lui ai dit quand je l'ai vu au salon du livre, vous avez été la première chouquette. Donc il y en a eu d'autres depuis, mais il n'empêche que ça a été la première chouquette. C'est dans Les Brumes du Mal de René Manzor. Première chouquette donc, encore en Amérique du Sud. Des enfants disparaissent en laissant derrière eux le cadavre de leur mère et une maison sans dessus-dessous. John, Michael, Lily et Tom, et d'autres très probablement. Tom est la première erreur de l'ombre. On retrouve Daniela Rimes, profileuse du FBI. Remarquable dans l'excellent celui de Le nom n'est plus. Quand son frère l'appelle, elle sait que c'est grave. Il ne l'appelle jamais. Tom est le neveu de Dahlia. Aussitôt, elle prend l'avion pour rentrer chez elle. Un endroit qu'elle a quitté, ou plutôt fui depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, elle part retrouver son neveu et les autres enfants disparus. Son retour signifie aussi se confronter aux raisons de son départ. Au fil des pages, on en apprend plus sur Daniela Rimes. On comprend mieux pourquoi elle est capable de se confondre dans la psyché des monstres. Elle a été confrontée à l'un d'eux, enfant, et franchement, celui-là était vraiment barge. Heureusement, Nathan, ami d'enfance et flic du coin, la soutient dans son enquête, mais quand il est frappé à son tour, tout s'accélère. Le passé semble pouvoir fracturer le présent et faire imploser l'existant. Le vernis de la respectabilité se craquelle pour ne montrer que le vrai. Pour retrouver les enfants, il va falloir rentrer dans le brouillard épais de la folie qui poussa un homme, il y a bien longtemps, à protéger les enfants, mais qui les protège de lui aujourd'hui. Ce que tu veux, de Sabine Durand, Chouquet d'or numéro 2. Zach et Lizzie. Février 2013. Lizzie retourne en Cornouailles. Un an après l'accident de voiture de Zach. Un an qu'il est mort. Un an qu'elle a repoussé ce pèlerinage. Elle retourne à la maison que Zach retapait. Elle ouvre les portes, les fenêtres, et les souvenirs affluent. Ils se sont rencontrés sur Internet. Lizzie avait été frappée qu'un homme comme lui s'intéresse à elle. Beau, prévenant, tendre, et en plus, peintre. Ils se sont mariés, mais voilà, maintenant, il est mort, il va falloir apprendre à vivre sans lui. Lizzie essaye de fermer ce chapitre de sa vie pour passer à autre chose. Pourtant, elle a quelques doutes. Des appels téléphoniques, des silhouettes qu'elle semble reconnaître, et surtout, un parfum. C'est là que l'auteur nous a attrapés, le doute. Elle a trouvé un moyen de nous faire découvrir Zach. Alternant flashback, présent, on découvre 2 points de vue, celui de Zach, celui de Lizzie. Et si le corps dans la voiture n'était pas celui de Zach? Tout le monde lui a expliqué. Il est normal d'imaginer sentir l'odeur de l'être aimé. D'espérer encore et encore. Mais à part elle, qui le connaissait vraiment? Et elle, le connaissait-elle à ce point? Avec des flashbacks, on découvre Zach et il nous fait froid dans le dos. Un manipulateur hors norme, un sociopathe aussi séduisant que dangereux. Insidieusement, il l'a coupé de tout. Il la voulait pour lui. Toutes les personnes extérieures représentaient un danger. Lizzie, elle, préférait ne voir que les bons côtés. Et puis, jamais personne avant Zach ne l'avait porté au nu comme cela. Personne ne l'avait jamais aimé à ce point. Seul peut bien lisser sa jalousie maladive, les excès de colère. Au fur et à mesure, la douce Lizzie commence à émerger de la brume. Zach, lui, s'enfonce dans son monde, dans son rêve. Lizzie, lui, et personne d'autre, jusqu'au jour où une histoire terriblement addictive qui nous tient par les tripes du début à la fin et qui résonne en nous avec toute la puissance d'un ouragan. Une fille parfaite de Marek Kubica, Chouquet d'or, numéro 3. Un roman hors des sentiers battus, un météore qui nous maintient éveillés tard dans la nuit. Sur le principe du précédemment et après. Précédemment, Mia Dennett a disparu. Malgré l'enquête de Gabe Hoffman
aucun signe d'elle, aucun indice qui prouve son enlèvement. La police finit par trouver des images de caméras de surveillance. On y voit Mia suivre un homme, apparemment sans contrainte. Gabe suit son instinct et se range du côté de la mer. Certains pensent à la fugue. Il ne lâche rien. Petit à petit, il entre dans la vie de Mia avant qu'elle disparaisse. Après, Mia a été retrouvée. Elle semble sonnée, absente. Elle qui était tellement vivante semble avoir perdu toute envie. Elle sursaute au moindre bruit, tient à peine debout, et passe tout son temps à se morfondre. À travers sa mère, on découvre l'envers du décor. On vit l'attente, la peur lors de l'enlèvement, et ses craintes quand Gabe lui ramène sa fille à la maison. L'auteur choisit de distiller ce scénario à travers chaque protagonisme, au début, à la fin, mais pas dans le même ordre. Cela lui permet de tisser sa toile tout autour de nous. Et toujours ce pont entre précédemment et après. L'auteur nous propose une histoire parfaitement construite, une série d'études psychologiques concernant des personnages aussi différents que passionnants. On reste coaché à ce bouquin jusqu'à une fin à double lame aussi tranchante que glaçante. Tu tueras le père de Sandrone Lazzeri. Chouquet d'or numéro 4. À 17h, un samedi, début septembre, un homme complètement paniqué essaie de stopper les voitures. Son allure est négligée, ses yeux hagards. Des policiers arrivent à sa hauteur et le classent dans la catégorie perdu la boule. Épuisé, assoiffé, l'homme est en panique complète. Il s'appelle Stefano Moggeri. Quelques heures plus tôt, avec sa famille, il pique-niquait, après des agapes généreuses, une petite sieste. À son réveil, il est seul, et plus personne autour de lui. Il cherche sa femme et son enfant depuis 3 heures. Le commissaire, Colomba Caselli, CC, entre en scène, et vous n'allez pas être déçu. Arraché de sa tanière par son ami et mentor, Alfredo Robert, et se retrouve sur une scène de crime. C'est une première depuis le désastre. Sur place, le bilan est dur. Une paire de chaussures d'enfant sans enfant. Et en plus, un peu plus loin, le cadavre de la mère, la tête tranchée. Pour les policiers, en charge de l'enquête, Franco D'Angelis et le commissaire adjoint, Marco Santini, la conclusion est simple. Le père a tué sa femme et a fait disparaître l'enfant. Robert a des doutes et les transmet à Colomba. Ne pouvant pas enquêter officiellement, il la charge d'enquêter en sous-main. Et pour l'aider, l'enfant du silo, Dante Torre. Expert en disparition en tout genre, et surtout les enfants. En même temps, il peut. À 6 ans, il est enlevé par un homme et grandit dans un silo de blé pendant 6 années et réussit à s'enfuir par miracle. Depuis, il a réussi à se construire une vie bien particulière, avec plein de faillettes partout, mais il a aussi un caractère atypique et brûle des décoffrages. Parfois, on se marre bien, et à d'autres moments, on est glacé au plus profond de notre corps. Colomba va devoir travailler avec lui très vite. Dante devine que l'enfant a été enlevé par celui qui l'a enlevé lui-même. Avec ses déductions, il persuade Colomba. Seul problème, des faisceaux de présomption, mais aucune preuve. Il faut devoir aller vite, mais surtout se protéger. Plus ils avancent, plus les Maccabées semblent tomber autour d'eux. Deux individus que la vie a frappés et qui se sont reconstruits comme ils pouvaient. Dès leur première rencontre, j'ai été épinglé par l'auteur qui a réussi à créer deux personnages aussi passionnants qu'attachants. Au fil de l'histoire haletante, mes yeux forcent la lecture. Je me transforme en junkie d'humour. Hâte de connaître la suite, hâte de découvrir toutes les vérités, car l'auteur insère d'autres histoires qui se mêlent et s'entremêlent à leur traque. Je veux connaître le fin mot de l'histoire, découvrir toute l'histoire. Je me suis retrouvé à terminer ce bouquin à 2h du mat, un roman ébouriffant, complètement addictif. C'est le premier d'un triptyque, c'est une chouquette d'or. Je l'ai rencontré au salon du livre Saint-Maur-Poche et je lui ai donné sa chouquette. Pareil pour Ranzor, mais je trouve ça sympa et c'est un auteur qui en plus qui est adorable. Mais c'est un roman, Tueur Alper, que j'ai trouvé hors norme, de par partout, par les personnages, par l'histoire, tout ce qui met en scène, et tout simplement diabolique, et ça vous rend complètement addict au livre. Donc lisez-le et éclatez-vous. White Coffee, Sophie Loubière, Chouquet d'or numéro 5. Lola, Annette, Gaston sont rentrés chez eux à Nancy. Après avoir parcouru autant de kilomètres et vécu toutes ces expériences, il faut retourner à leur vie normale. Et c'est pas gagné. Lola le sait, c'est une pragmatique. Les difficultés, le difficile,
Ses finances sont passées à très difficiles. Peut-être une petite lueur d'espoir. Le blog qu'Annette a tenu tout au long de leur aventure a connu cet retentissement ici. Il se pourrait qu'elle puisse tirer profit. Là encore, rien n'est acquis. Après être passé entre les mains du FBI, Pierre Lombard, le mari de Lola, retourne en France, bien décidé à reprendre sa place. Son histoire fascine. Être resté sous la coupe d'un des plus grands tueurs en série de son époque attise des questions et des convoitises. En tant qu'ancien journaliste, Pierre connaît la musique. Très vite, il est approché par l'ancien camarade. Des portes s'ouvrent à la télé, dans les maisons d'édition, tout un monde qui lui était fermé avant. Tous sont prêts à lui donner des moyens pour qu'il raconte, qu'il donne du vrai, du dur, du croquant. Tout d'un coup, il semble retrouver une certaine estime de lui. Mais il n'oublie pas les paroles d'Owen, son compagnon du passé. Elles sont toujours présentes dans sa tête. Il veut rattraper toutes les années perdues, alors que ses projets semblent sur le point d'aboutir. Les projets parallèles de Lola pourraient le bloquer. Lola jongle avec toutes les factures et décisions importantes qu'elle doit prendre pour ses enfants. Son esprit vagabonde constamment vers Desmond, ce criminologue qui est entré dans sa vie avec force et fracas. C'est l'attirance réciproque qui les a poussés l'un vers l'autre comme deux noyés s'emplissant les poumons de l'oxygène de l'autre. C'est un fait établi. Désormais, ils sont unis l'un pour l'autre. Il va falloir prendre des décisions importantes. Gaston est tellement heureux d'avoir retrouvé son père qu'il a appelé de ses voeux depuis sa disparition, et maintenant il est là, il a la classe. Lola accepte sa présence dans leur maison pour Gaston. Alors que Pierre tente de reprendre sa place dans la famille qu'il a quittée, il découvre rapidement que la femme qu'il a laissée derrière lui n'est plus la même. C'est devenu une lionne et elle protège ses petits. En même temps, dans le désert de Moyave, on retrouve des restes humains. Peut-être que les déclarations de Pierre n'étaient pas complètes. De son côté, Desmond se retrouve invité à Chantaka, institution. Il s'y passe de drôles de choses. Des objets qui disparaissent, des histoires de fantômes, contenues par les habitants du coin, histoire de faire venir les touristes. Mais un jour, il y a ces inscriptions sur le mur, et il y a encore son tête qui est retrouvée. La police locale est bloquée. Le directeur de Chantaka Institution demande au criminologue d'enquêter. Bien qu'il ait déjà quelques idées sur certaines histoires, Desmond accepte, ne serait-ce que pour occuper son esprit à autre chose qu'à Lola. Son parfum, sa peau, son corps, tout est tourné vers elle. Pierre s'est laissé griser par le succès. Les rentrées d'argent, presque trop faciles, mais déjà certaines vieilles habitudes ont repris le dessus. On ne reste pas à côté d'un tueur en série pendant plusieurs années sans que cela ne laisse des traces, à moins qu'il y ait des prédispositions. Lola voit Pierre perdre pied, jour après jour, toujours penser à Gaston, qui ne voit qu'un héros. Mais quand elle apprend certains épisodes du passé de son mari qu'elle ignorait complètement, l'inquiétude la gagne. Heureusement, elle échange des messages avec Desmond. Annette, quant à elle, s'inquiète aussi pour ce petit frère dont elle a vraiment découvert l'étendue de l'amour quand tous les deux étaient accrochés l'un à l'autre dans la voiture de police à attendre de savoir si oui ou non leur mère était vivante. D'ailleurs, le joli officier qui lui avait tenu la main lui demande de surveiller Pierre de plus près. Certains faits découverts dans le désert pourraient le concerner. 2 livres énormes, et le petit dernier qui clôt une histoire titanesque qui m'a laissé scotché jusqu'à la dernière ligne. Tous les personnages que l'auteur nous fait rencontrer ont une importance capitale dans le récit. Chacun, à un moment donné, va faire basculer la trame d'un côté ou de l'autre, qu'ils soient aux États-Unis ou à Nancy. Ils vont nous entraîner dans les méandres de plusieurs histoires qui encerclent nos protagonistes principaux, mais qui sont eux aussi reliés à d'autres histoires. Un écheveau complètement dingue d'intrigues diverses et variées, de crimes en tout genre, viennent ponctuer le récit. Bref, un livre à lire, à dévorer. C'est un moins fort, de Claire Favant, Chouquette numéro 6. Âme sensible, s'abstenir. On entre dans une histoire éprouvante où certaines scènes sont à la limite du soutenable et où l'affrontement psychologique entre les différents protagonistes vont vous secouer comme rarement. Personnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer Claire Favant, qui m'a bien expliqué cette scène dont je vous parle, dans le livre, qui est complètement dingue et frappante. Elle m'a bien expliqué que cette scène-là, elle était aussi faite montrer un petit peu ce que ça voulait dire à des personnes qui avaient tendance à le minimiser. Donc c'est intéressant comme approche, et ce livre, il est incroyable. Mais par contre, c'est vrai que c'est un livre qui est dur, donc il faut le savoir. Avant de le commencer, vous allez vraiment prendre une claque. Et même en le sachant, je vous rassure, vous allez en prendre une. Août 1994. On entre dans le foyer de Nick. Jeune garçon de 15 ans, pas forcément bien dans sa peau, en lutte avec Lana, sa sœur, aussi belle qu'il est transparent, aussi brillante
qu'elle peut être despotique, surtout envers lui. Mais un jour, elle disparaît. Ses parents, fous d'inquiétude, arrivent à donner le change quelque temps. Plus les jours passent, plus la digue se fissure. Ils finissent par s'effondrer. D'abord la mère, qui ne bouge plus de son fauteuil, puis le père qui ingurgite l'argent du foyer dans le gosier pour faire passer l'insoutenable attente. L'incertitude les ronge. Nick prend le relais. C'est lui qui fait les courses, qui fait les comptes à la maison. Il fait la toilette de sa mère. Les rôles sont inversés. Il comprend qu'il va devoir prendre le rôle de ses parents s'il ne veut pas que le foyer se délite complètement. En même temps, il travaille comme une brute pour réussir ses études afin de partir loin d'ici. À force de patience, les parents de Nick refont surface et reprennent leur place, mais ils dirigent leur énergie dans une seule direction, retrouver leur fille. Il semble que la jeune fille ait été victime de l'origamiste, le tueur en série qui kidnappe des jeunes femmes ayant un profil similaire à Lana. Le lieutenant Ken Ishikawa donne tout ce qu'il peut, mais ils n'ont tellement rien que cela en est risible. Surtout que les jeunes femmes en question ne reflètent pas leur vie réelle. D'extérieur, elles sont plutôt douces et timides. On découvre, après enquête, qu'elles sont toutes des femmes d'action. Elles n'hésitent pas à franchir le premier pas quand ça leur chante. Leurs proches ont du mal à faire coïncider leur fiction avec la réalité, ce qui n'arrange pas le travail des enquêteurs. Plus les jours passent, plus les chargés de l'enquête savent que les chances de retrouver Lana vivante s'éloignent. Ils préparent Nick et ses parents au pire. En mai 2014, 3 ados qui se baladent dans la forêt tombent par hasard sur une espèce de grotte. En farfouillant dedans, ils ont la trouille de leur vie. À l'intérieur, disposés bien comme il faut, dizaines de corps qui reposent sous terre. Des corps qui sont présents depuis de nombreuses années si l'on se fie à l'état de certains d'entre eux. Le lieutenant Adam Gibson est chargé de l'enquête. Il vient de perdre son épouse. Un énième cancer a eu raison de son corps. Son esprit n'était plus là depuis longtemps. Certains s'étonnent de sa reprise le lendemain de la mort de sa femme. Il en a besoin. Sinon, il risque de devenir fou à rester, à tourner en rond. Il est vivant, lui. Et là, comme l'enquête compliquée, il va être servi. Des cadavres de jeunes femmes, en veux-tu en voilà. D'après le premier résultat de légiste, certains macabées datent de plusieurs années. Et en plus, il y a à leur disposition dans la grotte. Il a affaire à un grand malade qui continue à tuer. Avant tout, il faut identifier toutes les victimes, tenter de trouver les points communs dans la victimologie et bien sûr prévenir les familles. Cette enquête est hors norme. Alors qu'ils ont réussi à identifier toutes les femmes, ils ne trouvent aucun point commun entre elles. Rien qui peut les aider à arrêter le fêlé qui tue. Tout au plus, Adam semble penser que la victimologie a évolué, tout comme le tueur a pris de l'âge. Ses goûts ont eux aussi changé. Plus il se plonge dans l'enquête, plus certains détails semblent le titiller. Pour en vérifier certains, Adam se rend dans une prison qui abrite un grand serial killer. De malchance, et à peine les portes franchies et fermées derrière lui, une mutinerie éclate. Les détenus prennent possession des murs. Les matons sont les premiers à morfler. Puis il y a le directeur. Reste un homme de choix. Adam, flic de la criminelle. Certains des criminels envoyés derrière les barreaux l'ont été grâce ou à cause de lui. Les heures qui y passent sont terribles. Amis lecteurs, certains passages vont rester longtemps dans votre esprit. Claire, je reconnais que vous savez secouer vos personnages et nous mettre en condition pour créer une fin magistrale. À sa sortie, Adam est brisé. Mais c'est aussi là qu'il apprend qui est le tueur. Commence alors un nouvel affrontement. Quelque chose que j'ai rarement lu. Une lutte sans merci entre les hommes qui n'aura qu'une seule issue possible. Bonne lecture et n'oubliez pas, mangez les chouquettes. Allez, à bientôt. Salut, au revoir.